Réseau Enfer s'administre une fois par semaine par voie auditive, à jeun, en transport ou en plein quart de travail. Préparé avec soin par notre infirmier Carl, chaque dose contient les ingrédients actifs suivants: des témoignages percutants, des diagnostics accablants et de l'espoir lucide. Réseau Enfer. Découvrez le vrai visage du réseau. Combien de temps ça prend pour voir un médecin au Québec? Ben, environ le même temps qu'une fracture met à se ressouder, toute seule. Vous écoutez Réseau Enfer. Salut tout le monde, bienvenue dans ce tout premier épisode de Réseau Enfer. Mon pseudonyme c'est Carl, ma profession infirmier, et je suis évidemment très excité de vous retrouver aujourd'hui pour amorcer cette grande aventure. Je dis aventure parce que pour moi, il n'y a rien de naturel dans ce projet-là, autant pour le fait de m'exprimer en public que de m'engager dans une cause. C'est donc vous dire que mon unique motivation, c'est notre cause, l'amélioration du système de santé pour ces intervenants, ces professionnels, ces travailleurs, et aussi pour la population qui obtient trop souvent un service médiocre et à fort prix, parce que n'oubliez pas que la moitié de l'argent qu'on paie en impôts s'en va directement dans le système de santé. Ici, petite mise en garde, je me suis lancé dans cette aventure de podcast sur un énorme coup de tête, très naïvement probablement. Ce podcast ne dispose pas d'un grand budget. L'animateur de ce podcast est quelqu'un de timide qui s'exprime difficilement devant le micro. Vous avez même pas idée, ça a pris combien d'essais pour enregistrer ce début d'épisode. À part de ça, je suis probablement comme la plupart d'entre vous. J'ai un emploi à temps plein, j'ai une famille et je sacrifie du sommeil pour pouvoir produire et enregistrer et monter et diffuser ce podcast. La formule, j'en suis convaincu, est pas loin de la perfection. Par contre, pour le reste, pour l'aspect technique, pour l'animation, on s'excuse à l'avance et on espère qu'on va s'améliorer en cours de route. Voilà où j'en suis. La cause du système de santé est devenue plus importante pour moi que mon sommeil ou ma zone de confort. Parce que, comme on va le voir dans cet épisode, on est rendu dans une période critique dans le réseau de la santé. En tant qu'intervenant du réseau, en tant que citoyen indigné, il est temps de prendre parole, dénoncer et surtout exiger mieux. D'ailleurs, je ne suis pas un grand consommateur de podcasts, mais en faisant mes recherches, j'ai été consterné de voir que ça n'existe pas au Québec, un podcast militant et dénonciateur qui recueille les témoignages des professionnels et employés dans le réseau public. Il y a des podcasts sur la santé plutôt informatifs ou des épisodes isolés qui traitent une problématique spécifique du réseau, mais il n'y en a aucun qui occupe la niche que Réseau Enfer vient de prendre, c'est-à-dire diffuser des témoignages anonymes et créer un espace de dénonciation sécuritaire et sans censure pour les intervenants du réseau. Et laissez-moi vous dire que dans ce premier épisode, on commence en Lyon. J'ai le plaisir de recevoir une invitée qui a pris position publiquement pour une réforme profonde du mode de gouvernance politique au Québec. On va discuter ensemble de la relation toxique entre le monde politique et le milieu de la santé. Et vous allez voir que nos conclusions confirment la pertinence de projets comme Réseau Enfer. Pour présenter mon invité d'aujourd'hui, voici quelques indices. Tout d'abord, elle est un peu rebelle. Ben oui, dès le premier épisode, elle contrevient au concept anonyme de Réseau Enfer. Ensuite, deuxième indice, pourquoi elle est audacieuse? Parce que c'est une toute jeune retraitée. Elle n'a donc pas peur de subir des représailles.
Et enfin, mon troisième indice, c'est une femme de conviction et vous allez voir, elle n'a pas la langue dans sa poche. Mais qui est-ce donc? C'est avec un immense plaisir que je vous présente Docteur Chantal Savard. Bonjour Chantal. Bonjour. Merci beaucoup, Carl, de me recevoir. Vraiment, je suis un peu quand même surprise, là. Ben oui, on s'est rencontrés sur un groupe Facebook qui s'appelle Soigner au Québec, dans lequel tu partageais une lettre que tu as écrite au chef des différents partis. Oui, exact. Donc, premièrement, c'est quoi le contexte de cette lettre-là un petit peu? C'est parce que je veux qu'ils changent de mode de gouvernance. Moi, personnellement, là, tu sais, je suis rendue à 65 ans, puis j'en ai vu passer là, des gouvernements, des partis politiques différents. C'est toujours la même chose. On se ramasse tout le temps, quand c'est le temps de voter, à choisir le moins pire. Puis finalement, on aboutit toujours à échanger 4,30 sous pour une pièce. Moi, j'haïs ça. Je pense que là, on est démodé. Ce mode de gouvernance-là, là, c'est le même qu'on a depuis sa fondation il y a 300 ans. La société a évolué, mais pas notre mode de gouvernance. On a 5 partis politiques, puis c'est toujours les plus gros. Les plus petits qui auraient des bonnes idées peuvent jamais s'exprimer. On est basé sur le modèle britannique, mais le modèle britannique, il y en a 2 partis. Nous, on en a 5. Ça marche pas. Puis en plus, c'est que c'était une promesse de M. Legault en 2018. Là. Il n'en a pas fait aucune de ses promesses, incluant celle-là. Fait que moi, c'est ça que. Fait que moi, j'ai écrit à chaque parti, puis incluant aussi M. Legault. Là, c'est le temps qu'on change. La population a été écœurée, on est tanné, il faut faire quelque chose. Entre autres, dans les changements que tu demandes, c'est donc le changement du mode de scrutin, donc pour avoir une meilleure représentativité à l'Assemblée nationale. Oui, exactement. Parfait. Puis, puis surtout, ce que je veux, c'est que les politiciens retrouvent vraiment le sens de la démocratie. La démocratie, là, c'est supposé d'être, le pouvoir il est exercé par le peuple lui-même ou par ses représentants élus. Moi, là, je suis pas sûre qu'ils nous représentent bien comme il faut. Ils dépensent sans compter, ils nous demandent pas notre avis. Ils prennent des décisions, ça marche pas, c'est pas comme ça que ça serait supposé d'être. On dirait pas qu'ils ont le bien-être de la population. Tout ce qu'ils prennent comme décision, c'est toujours en lien avec est-ce qu'on va être réélu. Vraiment, là, c'est pas ça. Fait que, puis là, on se ramasse qu'on a beaucoup de troubles. Bon, moi, je suis médecin, alors j'ai vu qu'est-ce que ça donne en médecine. Je vois maintenant ce qui se passe en éducation. Moi, j'ai toujours trouvé que ces deux-là se ressemblaient beaucoup, là. De toute façon, dans ma population à la clinique, dans mes patients, j'avais beaucoup de travailleurs de la santé et de professeurs aussi. Fait que ça, moi, je pense que là, on aurait intérêt. Puis, abolir les fonctionnaires, il y en a trop, il y a trop de paliers de décision. Mais tant qu'on n'aura pas un changement de gouvernance, on n'avancera pas, c'est monstrueux. Je suis bien d'accord. On va en parler plus en détail, mais pour l'instant, peut-être de nous partager les réactions par rapport à cette lettre-là dans les médias ou des partis politiques ou de tes proches. Oh, ben, les seuls qui m'ont répondu, c'est Ruba Gazal. Les OK. journaux, j'ai eu aucun retour. Là, il me reste le Journal de Montréal parce que là, je réalise qu'il y a des médecins qui publient là, sur Spotted, qui ont fait paraître leurs lettres, puis ils ont tout l'air d'avoir envoyé ça au Journal de Montréal. Fait que je vais peut-être avoir un meilleur succès. Et j'ai même demandé à un de mes amis de me traduire ma lettre en anglais, puis je vais l'envoyer à De Gazette. Fait que pour ce qui est des médias, là, aucun retour. Pour les chefs de parti, la seule qui m'a répondu, c'est Ruba Gazal. OK. Sinon, aucune réaction. C'est pas si surprenant, mais en même temps, c'est un peu décevant. Non, non, ben, c'est parce que je me dis oui, c'est décevant, mais là, moi, je leur donne le bénéfice du doute, c'est l'été. Ça a-tu un rapport avec ça? Ouais. Fait que j'attends, à l'automne, je vais récidiver. Parfait. Fait qu'avant de plonger plus dans le sujet, je vais te demander de présenter un peu ton parcours professionnel à nos auditeurs. Puis ensuite, j'ai un petit quiz surprise pour toi. Je te l'avais pas dit, mais c'est vraiment un quiz un peu à saveur humoristique pour qu'on découvre qui est Chantal Savard. Puis OK. ensuite, on va plonger dans le vif du sujet. Donc, je te laisse te présenter. Bon, donc, alors, moi, je suis effectivement retraitée depuis décembre 2024.
J'avais 40 ans et demi de pratique. J'ai toujours fait de la médecine familiale. J'ai commencé ma pratique à Saint-Tite en 1985. J'ai travaillé d'abord dans un CLSC, puis après ça dans une clinique. Ensuite, voyons, l'évolution de ma vie, ça a fait que je me suis retrouvée en 2001 à Deux-Montagnes, dans la région des Laurentides. Et maintenant, c'est là que j'ai travaillé là, tout ce temps-là depuis 2001. Donc, c'est ça. J'ai réussi à me sauver des activités médicales particulières parce qu'au moment où ils les ont implantées, j'avais mon 20 ans de pratique. Donc, j'ai été capable de pouvoir rester juste en bureau. Alors, c'est tout le temps du bureau que j'ai fait. Moi, j'ai jamais été obligée d'aller ailleurs et de couper ma pratique. Fait que, puis, c'est ça. J'aime ma job, mais je l'ai vu changer. Moi, j'ai connu le bon temps, je peux le dire. Tu sais, on a l'air dinosaure un peu, là. Mais tu sais, quand tu dis que je pouvais faire de la clinique sans rendez-vous, là, tu as l'impression que ça clique avec la personne. Elle a besoin d'un médecin, elle n'en a pas, puis tu lui dis, bon, c'est correct, je vais vous prendre. On peut plus faire ça à cette heure. Ils sont obligés de passer par le guichet. Mais moi, j'ai connu ce bon temps-là. Tu sais, je suivais des femmes tombent enceintes. Moi, je faisais les suivis de grossesse. Pas les accouchements, mais je faisais le suivi. Puis après ça, je disais, OK, moi, je vais prendre vos bébés. Fait que là, tu sais, je me suis ramassée avec des familles. J'étais vraiment un médecin de famille. J'ai connu le bon temps où on pouvait envoyer nos demandes de consultation aux spécialistes. Tu sais, le beau petit papier gris qui a été fait par la FMOQ. Tout ce que tu avais à faire, c'est donner la copie de ce que toi, tu avais commencé à faire, puis nos patients étaient vus rapidement. Moi, j'ai tout connu ça. Mais je l'ai vu se dégrader aussi au fil des années. Puis ça m'est arrivé souvent de péter ma coche, à aller jusqu'en dernier. En 2017, j'ai complètement laissé tomber la prise en charge. J'ai été capable de transférer mes patients, en tout cas une grosse partie. Et là, je n'ai fait que du sans rendez-vous. 3 demi-journées par semaine. C'est sûr qu'au début, quand je faisais bureau et sans rendez-vous, j'haïssais ça, sans rendez-vous. Mais là, de ne faire que ça, tu te prépares en fonction de ça. Ça m'a redonné ma flamme. Tu sais, j'avais du fun, j'aimais ça, soigner les patients, je faisais des blagues avec eux. Vraiment, j'aimais ça. Mais là, ils ont compliqué les affaires. Il y a la COVID qui est arrivée. Après ça, le gap, toute la centralisation. Puis là, ça finissait plus. Fait que j'ai dit, garde, là, tu vas avoir 65 ans, ben, que ça suffit, là, on met la clé dans la porte. Fait que c'est ça mon parcours. Assez, c'était assez. Oui, c'est une phrase que j'ai utilisée souvent d'ailleurs, ça. Puis, on totalise combien d'années dans le réseau? 40 ans et demi. Oh, quand même. Mhm. Ok, parfait. Puis, on va commencer mon petit quiz. OK, oh boy. Tout d'abord, je l'ajoute là, parce que je me pose la question en ce moment. Est-ce que après la retraite, on continue de dire docteur Savard? J'ai pas de titre comme ça, moi, je sais pas. Quelques-uns, quelques-uns. Mais même quand je pratiquais, il y a des patients, des fois, écoute, j'en voyais quand j'allais dans le sud, à Cuba, ils voulaient pas faire savoir à tout le monde que j'étais médecin, fait qu'ils m'appelaient doucement Madame Savard. Mais là, présentement, des fois, je prends des marches, puis j'ai des patients qui sortent Docteur Savard! Fait que oui, je me fais encore appeler un peu Docteur Savard, puis c'est le fun. Ok, une prochaine question. Dans ta carrière, ta prescription la plus farfelue, s'il y en a une qui te vient en tête? Oui, prescrire attends, c'était-tu du Nasonex ou non, c'était de la crème à fesses pour un enfant en garderie. Il n'y avait pas le droit sans la prescription du docteur. Tu sais, la crème là, Oh my God. le Zincofax. Là. Mhm. Ok, il fallait une prescription pour ça à Oui, cause qu'on était en milieu de CPE, c'est ça? ah ah, oui. Ok. Puis c'est pas juste la crème comme ça, là, c'était toutes les autres affaires, là, le Tylenol, puis tout ça. J'ai dit, coudonc, le monde, les parents donnent des médicaments à leurs enfants. Vous n'êtes pas des parents, vous? C'est quoi, là, l'affaire? Ah non, écoute, là, ça avait pas d'allure, là. La prochaine, je pense que tu vas l'aimer. Hmm. Si le réseau public était un patient, quel serait ton diagnostic Il est en phase terminale. en soins Zéro. palliatifs? En soins palliatifs, en phase terminale. Ah oui. As-tu gardé des réflexes de médecin dans ta vie quotidienne? Mais oui, je continue d'enlever les écharpes dans les mains de ma voisine. Puis je continue quand je vais faire mon épicerie, puis je regarde le monde.
Ah, tiens, lui, il a les jambes enflées, insuffisance veineuse. Je fais ça sur la plage aussi, là. Je fais des seins. Ah, oui, oui. Non, toute ma vie, j'ai toujours fait ça. Je regarde le monde puis je fais mes diagnostics. Mais je suis pas la seule qui fait ça, là. J'ai mes amis aussi. On fait pareil, là. Ben, j'imagine un peu une déformation professionnelle. On n'y peut rien. Ça vient avec nous, ça. Te présenter en politique, oui ou non? Non. Non, parce que, bon, on m'a déjà fait le reproche, puis je le sais, je suis pas assez diplomate. Je suis pas assez patiente non plus. Moi, je trouve que c'est du tétage. Ça n'en finit plus. C'est long pour avoir de quoi. Moi, je serais bonne, par exemple, il y aurait quelqu'un qui partirait un mouvement pour dire, là, on veut avoir un mode de gouvernance différent. Ils font des pancartes. Je vais être là. Je vais les suivre. Mais moi, m'en aller en politique, oh non. Puis c'est parce que j'ai peur. Tu sais, il y en a des bons. Moi, Mario Dumont, je l'aimais dans le temps, là. Il faisait partie de l'ADQ. Ouais, mais regarde, il n'a pas resté non plus. Quand ils sont bons, là, soit qu'ils s'en vont d'eux autres mêmes ou ils se font comme tout écrabouillés par ceux qui sont là, qui ont perdu le sens de la vraie démocratie. Moi, c'est ça que je trouve. Fait que, Oui, puis avec les lignes de parti aussi, si le chef pense d'une façon, ben tous les députés après sont obligés de penser d'une façon. C'est difficile de renouveler des idées puis de ne pas se concentrer juste sur des idées électoralistes, justement. mais c'est parce qu'il devrait fonctionner. Ça devrait plus. La notion de parti, là, ça devrait disparaître. Il devrait y avoir un groupe formé de personnes que, bon, présentement, on les appelle des partis, mais qui ont des idées différentes. Puis là, OK, mettons, on va s'attaquer au logement. Toi, tu as quoi à dire, toi, tu as quoi à dire. Puis on fait des référendums, on demande à la population qu'est-ce que vous en pensez. Puis après ça, on travaille pour la population. Puis si tu fais pas l'affaire, tu débarques. Moi, des affaires de 4 ans, là, puis qu'on est obligé d'endurer ça, c'est pas normal. Parfait. Euh, Prochaine question. Ça prend plus ou moins de privé en santé? Moi, je dirais qu'il ne faut pas négliger les deux. Moi, j'ai connu le temps, avant Barrette, où, bon, j'avais un patient qui avait des assurances. Fait que oh, parfait, ça va bien aller. Fait que je dégageais la voie publique. Il s'en allait dans le privé. On n'est jamais bien servi en se concentrant, en mettant tous ses œufs dans le même panier. Moi, je regrette, on a besoin des deux. Mais le monde, tout le temps, dès qu'on parle du privé, ils disent ah ben c'est ça, c'est parce que les médecins du public s'en vont dans le privé. Non, c'est pas nécessaire. Euh, On a besoin des deux. Mais effectivement, remettez-en dans le public. Puis si vous voulez avoir du monde, rendez ça attrayant. Là, ils s'y prennent pas pantoute de la bonne façon. Puis ils fonctionnent à l'envers. Au lieu de se poser la question pourquoi le monde s'en va, ils mettent des obligations puis de la coercition pour forcer puis mettre des contraintes sur ceux qui sont là. Ça marche pas. Ils ont fait ça d'un égo avec les infirmières, puis là, ils sont en train de faire ça avec les médecins, avec la loi 106, entre autres. Vite, vite, est-ce que tu as une opinion là-dessus? Ben, la loi 106, là, c'est ça, j'ai commencé à regarder ça. Puis il y avait quelque chose qui m'avait, à un moment donné, dans une de mes revues que j'ai lues, là, il y a le ministre Bergeron, c'est tout ça, là? En tout cas, lui, il nous a fait supposément un résumé qui expliquait euh, le pourquoi de la nécessité. Hein? Selon ça, bon, entre autres, un des items. Les collectivités comme les GMF, les CLSC vont disposer de nouveaux leviers. Lesquels? C'est pas décrit. Puis d'abord, pourquoi vous ne donnez pas les leviers avant, puis vous discuterez après ça des revenus? Ça marche pas, là. Ça fonctionne à l'envers, ça. Ils disent que le projet de loi 106 là, est essentiel pour augmenter l'accès universel. Je m'excuse, là, mais la manière qui est faite, les médecins vont s'en aller à la retraite, ils vont s'en aller ailleurs. Fait que ça ne donnera pas du tout l'effet escompté. Ils disent que c'est supposé d'être comment je pourrais bien. Comment ils disaient ça? Que c'était pour augmenter la contribution sociale. Hello? L'impôt que je paye, là. Hein? Tout le monde paye de l'impôt. Regarde, allez là, la contribution sociale. Puis là, ils vont nous baisser nos salaires. Veux pas. Parce que la manière qu'ils comptent ça, euh, les médecins qui travaillent moins, et là, faut s'entendre les raisons. C'était peut-être des semi-retraités comme moi. C'était peut-être des médecins en congé de maternité. Bon, ils font pas leur bon calcul. Fait qu'en bout de ligne, on va se ramasser. Je dis tout le temps on parce que c'est comme si j'étais encore dedans. Mais les médecins vont se ramasser avec une réduction de revenus.
Puis, pire que ça, ils vont donner l'argent au GMF et un médecin va avoir l'odieux de faire la distribution de la cagnotte parmi ses collègues. Hello? De quoi? D'abord, les médecins, c'est pas notre job. On est là pour soigner du monde. On se fait déjà accuser qu'on travaille pas assez. Puis là, ils nous rajoutent une tâche qui ne nous concerne absolument pas. Puis vraiment, ça va faire de la chicane, ça, là, dans les cliniques, là. Ben, moi, j'ai fait ça. Non, 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 ça, non, fait que moi, pour moi, le PL 106, là, c'est une atteinte aux droits et libertés, de toute façon. Et en plus, l'objectif numéro un de ce projet de loi-là, ça semble être de déresponsabiliser le gouvernement, puis de jeter le blâme sur les médecins en les accusant sur la place publique de ne pas être assez productifs alors qu'il y a plein de situations particulières, comme tu viens d'en parler. Exact, c'est en plein ça. Mais ça, le docteur bashing, là, depuis Barrette, là, c'est devenu une mode. Les journalistes s'en privent pas, là, et c'est très dommage. Moi, j'avais même écrit des fois, là, arrêtez de faire ça, c'est pas correct. J'ai écrit à Amiot concernant ça. Tu sais, ils disent, ah là, prenez ça avec des grains de sel. Non, non, c'est tannant. Et la population adopte aussi ces comportements-là. Et parce que moi, je l'ai vu sur Spotted, là, soigné au Québec, c'est pas juste des médecins là-dessus. Puis je vais te dire que des fois, les commentaires du monde en général, ben pas en général, mais quelques-uns, là, ouch, ça faisait mal. Notre petit quiz s'étire un peu, mais c'est bien parfait, j'aime ça comme ça. Euh, une spécialité que tu aurais adorée. Aïe. Ben, j'aimais, dans ma clientèle, je faisais beaucoup, beaucoup de pédiatrie, moi. J'aimais la pédiatrie, mais c'est parce que être spécialiste là, en pédiatrie, c'est que tu vois aussi là, tous les gros cas, les affaires. Moi, je voyais le fun de la pédiatrie. Les affaires compliquées, je les refilais, là. Fait que je suis pas sûre. Chirurgien, non, pas vraiment. Quoique là, les patients ne pas. Fait que c'est correct. Non, sais-tu, non, mais la pédiatrie, c'était quelque chose parce que j'en faisais déjà beaucoup dans dans ma pratique. Wow. Ensuite, un cas ou un patient dont tu te rappelleras toujours. Oh mon Dieu, oui. Celle-là, là, ça me revient parce que c'était un soir que je faisais du sans rendez-vous. Et le patient avait des symptômes, puis ça pouvait possiblement aller avec de l'angine, peut-être de l'angine instable. J'étais pas sûre. Puis là, j'étais là dans ma tête. Qu'est-ce que je fais? Je l'envoie-tu à l'hôpital avec son auto? J'appelle-tu l'ambulance? J'hésitais, puis en tout cas, je sais pas. Finalement, j'ai décidé pour l'ambulance. Alors là, l'ambulance arrive. Ils font juste mettre leur moniteur, puis là, je vois la technicienne ambulancière parler à son micro sur son épaule. Elle appelait Sacré-Cœur. On a un patient qui est en train de faire un infarctus. Moi, j'étais assis sur ma chaise, blême comme un drap. Oh non! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Là, il donne de l'aspirine, l'oxygène, tout. Écoute, c'était incroyable. J'aurais pu l'envoyer en auto, mais j'ai comme changé d'idée, je sais pas pourquoi, là. Fait que dans ce temps-là, tu te félicites d'avoir fait, de poser le bon geste. Puis je l'ai revu plus tard, ce patient-là. Il dit, vous vous rappelez pas de moi? Je sais pas. Il dit, vous m'avez sauvé la vie. Oh non, 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 non. Puis là, quand il me compte ça, j'ai dit, non, ben moi, en fait, j'ai juste appelé l'ambulance. C'est juste ça que j'ai fait. Aïe, mais quand même, vous y avez sauvé la vie dans le fond. C'est quand Bon, même. en tout cas, c'est ça souvent que je dis à ma fille. Ma fille est infirmière à l'urgence. Fait que j'ai dit, eux Ah, autres, c'est sûr qu'ils sauvent des vies pour vrai. Tu sais, c'est urgent. J'ai dit, moi, dans mon bureau, c'est pas tout à fait ça. Mais sans sauver des vies, je suis fière parce que des fois, j'ai fait des bons coups, j'ai fait des bons diagnostics, puis je suis contente. ben, ça répond peut-être à ma prochaine question qui était la fois où tu as été le plus fier d'avoir sauvé une vie. Ce serait ce cas-là, probablement. Ah oui, 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 oui. Il y en a plein d'autres, mais tu sais, on les garde pas toutes en tête. À un Ouais. moment donné, ça va ressortir, là, mais celui-là, je m'en rappelle. La prochaine, peut-être qu'elle va te faire rire. Un conseil que tu donnais à tes patients, mais que tu ne suis pas pantoute. Faire de l'exercice. Ben de la misère avec ça. Tu vois, là, je suis retraitée, là. C'est le dernier volet de ma liste que j'ai commencé à attaquer, mais j'ai ça. J'ai ça, fait de l'exercice. Mais je le recommande à mes patients. Ah, une chose certaine, il faut de la motivation. Oh non, c'est affreux. Moi, ça sert à rien, là. Moi, j'ai toujours, toujours un tas de bonnes raisons pour pas faire de l'exercice. Ton critère numéro un pour voter au provincial. Ben là, si ça change pas, je vais annuler mon vote.
Puis ça fait plusieurs années que j'annule mon vote. Moi, ça sert à rien, je suis pas capable de choisir. Fait que dans ce temps-là, j'annule. Fait que là, ce que je veux, moi, je veux vraiment un changement de gouvernance. S'ils font pas ça, ils n'auront pas mon vote, je vais l'annuler. Et la dernière, as-tu déjà vécu une situation d'urgence médicale dans ta vie civile? Tu sais, quand tu vas Oui, quelque part puis quelqu'un a un malaise ou à Cuba. À y Cuba. a-t-il un médecin dans la salle? Bon, dans l'avion, une fois, là, je savais vraiment pas quoi faire. J'ai juste demandé de faire descendre un peu l'altitude. En tout cas, c'était une madame qui avait mal au ventre. Là, c'était la première fois, puis je me sentais démunie. Là, je le saurais parce que depuis ce temps-là, j'ai fait des congrès. Mais à Cuba, on est en train de dîner, d'un coup, on entend paf! Il y avait une petite jeune fille qui est tombée à terre. Fait que là, je suis allée voir, tu sais, c'était comme une faiblesse qu'elle a faite. En février cette année, il y a quelqu'un parmi mes amis là-bas, parce qu'il y a du monde qu'on revoit tout le temps. Il a avisé la direction de l'hôtel. Alors, quelqu'un filait mal, puis il dit appelez-la, il dit hey, médecin. Mais moi, je suis retraité, là, puis j'ai rien, j'avais rien qu'un Moses de saturomètre. C'est tout ce que j'avais. Fait que je suis pas sûre d'avoir fait grand-chose, mais il me remerciait gros comme le bras. Mais maintenant, j'ai ma petite pochette, une de plus dans ma valise. J'ai mon stéto, mon appareil à pression, puis mon saturomètre. Fait que là, au moins, je vais être capable de prendre des signes vitaux sur le sens du monde. Dans tous tes voyages, Oui, oui, je traîne tout le temps cette pochette-là maintenant. un petit kit de secours, c'est bien. Oui. Maintenant, on tombe dans le bloc plus dans le vif du sujet, là, que j'ai intitulé le diagnostic du système. Donc, à ton avis, je sais qu'on a déjà introduit le sujet un petit peu, mais quels sont les plus grands problèmes du réseau? Trop de fonctionnaires, trop de décideurs, des pousseux de crayon. Ils n'écoutent pas les gens du terrain. Écoute, j'ai sorti l'organigramme, juste celui des Laurentides, là, le CIUS des Laurentides. Ça n'a pas de bon sens. Puis imagine les 19 autres, là. Ça n'a pas d'allure. Regarde, le plus proche des médecins, là, c'est les DRMG. Après ça, tu as 8 étages, c'est juste des directeurs adjoints, des directeurs. Puis là, après ça, tu montes, tu montes. Ça n'a pas de bon sens. Il y a trop de monde. Fait qu'à ce moment-là, nous, ce qu'on demande en bas, ça ne se rend pas. Puis de toute façon, même si ça se rend, on ne dirait pas qu'ils nous écoutent parce qu'il n'y a jamais rien qui change. Fait que c'est ça. Moi, à mon avis, il faudrait venir à, ne serait-ce que comme l'exemple des écoles, là, le directeur prend les décisions. Ça sera lui qui s'adjoindra des aides s'il y a besoin, mais pas le ministère en haut qui commence à donner des directeurs de ci, des sous-directeurs de ça, des sous-sous-sous-directeurs. Non, ça, il va falloir épurer ça. Puis là, après ça, on va être capable d'avoir du changement. Là, tout le monde a les mains liées parce qu'il y a trop de décideurs. Oui, puis on n'est plus dans la centralisation, on est dans l'hyper-centralisation. Toutes les décisions sont éloignées des patients et des milieux de soins. C'est toujours maintenant, ça va être Santé Québec qui va décider de tout. À mon avis, Santé Québec, là, c'est la cachette du ministre, là. Il se cache en arrière de Santé Québec. Là, ils ont nommé un autre médecin adjoint à justement celle qui gère ça, là. Mais en tout cas, moi, qu'est-ce que tu veux, je suis très sceptique. Ils font rien que nommer du monde. Puis à date, depuis qu'elle est là, ça va faire un an en septembre, là, rien vu de changement, moi. Ben, pendant qu'il y a des gels d'embauche d'infirmières puis de personnel sur le plancher, ils continuent d'engager des directeurs, des cadres multiples avec des titres un peu louches. L'autre fois, je regardais la liste de leur offre d'emploi, puis c'est quand même impressionnant comment que tu lis le titre de quelqu'un puis tu sais pas du tout ce qu'il fait. Ouais. Puis c'est un non-sens. Ça, c'est tout de l'argent jeté par les fenêtres. Il faut payer des salaires à ce monde-là. Ils disent que les coffres sont vides. Fais un ménage là-dedans, là, coupe d'un fonctionnaire, puis tu vas en avoir de l'argent. Puis quand moi je fais mon budget, là, si j'arrive pas, c'est pas dans l'épicerie que je coupe, hein, c'est dans les loisirs, c'est dans les dépenses secondaires. Là, eux autres, ils coupent dans les services. Ah, mais on va mettre de l'argent pour des liens, des troisièmes liens, par exemple. Mais l'hôpital Rosemont va s'écrouler, c'est pas grave, ça, là. Regarde, écoute, là, ils gèrent. Puis ça, là, c'est notre argent à nous autres, les contribuables. C'est facile de dépenser n'importe comment quand c'est pas ton argent. Mais c'est pour ça que la population devrait réagir. Ça réagit pas. OK, d'abord, on votera pas pour eux autres, OK? Tu vas voter pour qui? On fait ça aller-retour à chaque élection. On vote pour l'autre à côté parce qu'on n'est pas satisfait de celui qui a fini, puis on se ramasse pareil dans la même situation. Faut que ça change, ça marche pas. Dans ta pratique, est-ce que tu l'as vu beaucoup, des exemples que ça aurait été plus facile si les décisions avaient été plus centralisées, moins centralisées et plus
proche de ton établissement de soins? Ben, fais juste penser à l'implantation du CRDS. Moi, le CRDS, quand ça a commencé, oh wow, ça c'est bien, surtout pour la dermato. Moi, je me revois là, un vendredi après-midi à essayer de trouver un dermatologue pour un patient qui avait une lésion suspecte, là, pas capable, il faisait toute l'esthétique, rien. Bon. Mais ça, avec ça, c'était le fun, tu regardais, lésion, telle affaire, il va être vu en 11 jours. Ça, c'était parfait. Mais là, après ça, tu te mets à regarder quand tu l'utilises les autres spécialités. Priorité E, un an. Euh, à un an, moi, j'appelle plus ça une priorité, là, premièrement. Puis là, ça s'est mis à être compliqué. Souvent, nos diagnostics ne sont pas sa feuille, fait qu'il faut que tu l'écrives toi-même. Et là, c'est toi qui choisis ta priorité. Puis là, tu te la fais changer à l'autre bout. Par une personne qui n'a pas vu, pas examiné, pas questionné le patient. Là, c'est rendu qu'il faut mettre des romans, puis tout le plus de détails pour espérer que la personne à l'autre bout comprenne que faut que le patient s'ait vu en dedans d'un mois. OK? Fait que moi, là, à toutes les fois qu'il me changeait ma priorité, des fois, j'ai dit au patient, écoutez, vous n'êtes pas en danger de mourir, je vais demander une priorité D. On ne sera pas trop greedy, là, comme je disais. On va demander D, 3 mois. Ben, je me faisais changer pour E, un an. Je contestais à chaque fois, puis je répétais tout le temps la même phrase. C'est pas une priorité, c'est inadmissible que vous fassiez attendre mon patient. Ben des fois, ça a marché, il donnait un rendez-vous. Ou des fois, avec la plateforme du conseil numérique où là, on peut écrire, donc poser des questions à des spécialistes. Donc, on ne les dérange pas quand ils sont de garde, puis que là, tu sais pas, il est au téléphone, puis là, tu penses que tu le déranges. Là, ils prennent le temps. Mais c'est quand même très rapide. Hein? J'ai mes réponses en 24-48 heures. Alors, moi, j'avais un patient, c'était un problème rhumato. Il dit non, il faut qu'il s'aille vu, puis demander priorité C. Ben, je demande ça, je me fais retourner ma feuille. Non, non. Avec ce que vous avez mis comme renseignement, non, on va demander, on va mettre ça à E, un an. Et puis là, les prises de sang du patient datent d'un an, refaites-les faire. Là, moi, je réponds, je vous avais mis la feuille du conseil numérique, c'est lui qui a dit en dedans d'un mois. Puis non, je ne referai pas faire les prises de sang. Le spécialiste va en demander, pourquoi que moi, j'en referais faire encore, là? C'est de l'argent jeté par les fenêtres, ça. Ben, ils ont donné le rendez-vous au patient dans un délai d'un mois. Ça marchait-tu souvent de contester? Je te dirais pas tout le temps, mais ça arrivait que ça marche. Alors moi, là, c'est ça. Puis j'avisais tout le temps les médecins de ma clinique. Relancez-les. Quand vous voyez, parce que moi, je m'écrivais des mémos, quand vous voyez là, que le CRDS, là, ils t'ont dit dans 3 mois, puis ça fait déjà 3 mois, puis ton patient n'a pas été vu, moi, je retournais à ma demande, puis je marquais un gros deuxième demande. J'envoyais ma flèche vis-à-vis leur priorité, puis tout ça. Moi, je les relançais. Mais c'est une méchante perte de temps, tout ça, là. Relancer le CRDS, contester. Tu sais, je perds du temps pendant ce temps-là. C'est pas efficace, ça. Ça marchait bien, le petit système. Je voyais mon patient, je faisais ce que j'avais à faire sans qu'on me donne une liste de prérequis. On a toujours fait ça, mais là, c'est rendu qu'il faut se rendre à la limite extrême de nos compétences parce qu'ils demandent des prérequis. Puis après ça, ils ont le culot de nous dire qu'ils ne verront pas mon patient avant un an. Regarde, moi, non, ça ne marche pas avec moi, ça. Donc, des fois, c'est ça, il y a des décisions qui sont prises par l'hôpital, on reçoit des mémos, mais moi, je ne sais pas pourquoi, j'avais jamais eu ce mémo-là. Fait que nous autres, là, il y avait décidé que, à partir de telle date, les prélèvements d'urine de nos patients des cliniques ne seraient plus acceptés au centre de prélèvement. Parce que nous, ça fonctionne que, mettons que moi, je suis au sans rendez-vous, je vois le patient, bon, il y a des symptômes d'infection urinaire. Fait que là, je fais faire son prélèvement et je l'envoie le porter au centre de prélèvement pour une culture. Chez nous, ça fonctionne. Le matin, c'est au centre de prélèvement. Mais l'après-midi et en soirée, c'est à l'hôpital. Et là, la directive ne touchait que le centre de prélèvement. Mais là, moi, quand j'ai vu ça, j'ai questionné mes collègues. C'est quoi ça, là? J'ai dit, d'où ça vient, tatata? Fait que là, moi, j'ai contesté ça. J'ai écrit des lettres. Ça veut dire que nos patients du matin, leur urine est moins stérile que ceux de l'après-midi puis du soir, là, parce que à l'hôpital, ils se font pas achaler, puis vous autres, vous acceptez pas. Savez-vous c'est quoi une infection d'urine? Le patient, là, ça fait mal quand il fait pipi, puis on a de la misère nous-mêmes à avoir un échantillon. Fait que là, vous voulez qu'ils recommencent sur place, là? Regarde, en attendant si tu savais qu'est-ce qu'on a fait, là, en attendant, là, tant pis s'ils savent le truc qu'on a utilisé. Ma secrétaire, elle disait aux patients, gardez votre échantillon dans votre poche. Allez au centre de rendez-vous, prenez le pot, faites arrivez dans la toilette, faites l'échange, puis redonnez-y.
Garde là, c'était ridicule. Mais finalement, à force d'écrire des lettres, je te le dis, ils l'ont changé la directive. Alors j'étais fière de moi. Voilà. Hey, c'est pas drôle d'avoir à utiliser un subterfuge comme ça pour Ah un ah. prélèvement d'urine. C'est quand même intense. Ah, mais ça, c'est toutes les menteries qu'on est obligé de compter sur les requêtes, Ouais. là. Parce qu'avec l'INES, hein, qui a dit le choose wisely. Déjà, moi, à mon époque, j'ai pas été éduquée comme ça en médecine. Mon patron est en arrière de moi, là, puis là, il me disait, wow, 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 tu demandes ce test-là? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Moi, je cochais jamais tous les items sur la feuille. Ben là, faut croire que c'est comme ça qu'on est. Je sais pas, moi, j'appelle ça des économies de bout de chandelle, là. Fait que là, toujours est-il que là, maintenant, pour certains tests, puis j'ai gardé les feuilles, euh, ils vont accepter les justifications suivantes. Donc, il faut écrire un roman sur la requête de prise de sang. Et des fois, c'est des mensonges. Juste l'exemple de la vitamine B12. Moi, on me dit, un patient qui a des symptômes de dépression, check sa B12. Mais eux autres, ils ne l'ont pas mis dans leur chose. Alors, puis la gang de déprimés que j'ai vus au sans rendez-vous, je te dis pas, regarde, là, je dis aux patients, puis il faut que tu perdes du temps à expliquer aux patients, parce qu'il y en a qui lisent leur papier. Là, je suis obligé d'écrire que vous avez un trouble neurologique, que vous n'avez pas. Mais c'est parce que si j'écris pas ça, ils vont pas faire ma B12. OK? Bon, fait que ça, on perd du temps à faire ça. Puis chaque médecin a sa technique parce qu'il voit rien. Tu sais, ça sort noir. Moi, je soulignais en jaune, puis là, c'était rendu que parce que des fois, il le faisait pas. Tu sais, tu reçois la requête, ben, où est-ce qu'elle est, ma B12? Non, justification manquante. Ben, voyons donc. Je l'ai faite. Fait que moi, je le retournais mon original encerclé. Je vous l'ai donné, ma justification. Oups, on ne l'a pas vu. Fait que le patient, il faut qu'il retourne. Ça, là, moi, ça me mettait en bleu, tu peux pas savoir comment. Puis je me dis, pauvre patient, il y en a qui travaillent là-dedans. Ils peuvent pas manquer là, l'ouvrage tout le temps pour aller faire des tests. Mais ça, c'est du niaisage, là. Les enzymes hépatiques qu'on a besoin, puis il faut que tous nos patients répondent au syndrome là, de cirrhose non alcoolique. Là. Voyons, là. C'est juste pour avoir des tests. Notre jugement, c'est comme s'il n'y avait plus sa place. Tu sais, faut il y a des cases, puis il faut pas que ça déborde la case. Eux autres, là, en tout cas, moi, comme je te dis, le choose wisely, perso, je pense que c'est juste des économies de bout de chandelle. Donc, Puis c'est beaucoup de perte de temps. Puis oui. ça, veux pas, avec les suivis de vos patients, ça devient plus compliqué. Vous devez quasiment développer de l'anxiété. Est-ce que ma requête va être acceptée? Est-ce que mon patient Voilà. va avoir des conséquences? Exact. Est-ce que tu as en tête des fois où ton patient a eu des conséquences à cause de ces délais-là? Euh, ben, ça avait pas rapport. Ben, oui, ça a plus ou moins rapport. C'est que, justement, j'avais eu un cas, une madame qui revenait de l'Équateur. Et puis, elle avait de la diarrhée. Fait que moi, j'avais de la bonne justification. Elle revient de l'Équateur, donc j'ai le droit de demander des parasites. OK. Là, on est le vendredi après-midi. Là, on me retourne mon papier en disant justification manquante. Comment ça, justification manquante? Ben non, je l'ai écrit. Mais là, on est le vendredi après-midi, trop tard. Fait que là, ça va au lundi. Puis là, je ne sais pas pourquoi, c'est ma secrétaire qui a fait les recherches. Et finalement, on a abouti à comprendre que la requête du médecin est retranscrite manuellement là-bas. Et puis, il n'avait pas vu ma justification. Moi, je l'avais écrit, mais ils ne l'ont pas retranscrit. Sauf que ça me revient à moi. Fait qu'il y a eu un délai d'un mois avant qu'on ait le résultat du test de parasite. Une chance, la patience elle s'était améliorée, il n'y avait rien dans ses selles. Mais il reste pareil qu'il y a eu un délai d'un mois. Puis ça, là, j'ai envoyé une plainte. Parce que ça marche bien. Tu utilises le formulaire de plainte dans le dossier du patient, ça, il bouge, puis ça, tu as des réponses avec ça. Je l'ai dit à mes collègues, utilisez ça. Là, quand vous voyez qu'il y a de l'abus comme ça, là, utilisez le formulaire de plainte. Puis tu sais, toi, comme médecin, tu es responsable de ton patient. Moi, comme infirmier, je suis responsable de l'état de santé de mon patient sur le plancher. Mais pourquoi le gouvernement, quand il y a des délais, quand il y a un système qui ne fonctionne pas ou qui entraîne des conséquences, est pas responsable de son patient? Ça devrait être lui le plus responsable, le plus imputable de ces changements de santé-là. Il n'y en a pas de l'imputabilité, c'est ça qui est plate. La seule conséquence qu'ils vont avoir, c'est qu'ils ne seront pas réélus. Et c'est tout. Une petite claque ses doigts, c'est tout. Tu ne seras pas réélu, mon chum. Moi, c'est pour ça que je suis pas d'accord avec ça. Puis tout l'argent qu'ils ont dépensé dans le cafouillage, chaque clic, là, ils vont-tu rembourser ça? Ben non, toi, ils rembourseront pas. C'est sûr que Leur non. volte, ils vont-tu rembourser ça? Bon, ben ça, là, ça devrait. Fait que oui, un changement de gouvernance.
euh, un délai raisonnable, puis une possibilité de les mettre dehors s'ils font pas l'affaire, puis de l'imputabilité. Puis là, quand il y en a qui prennent des décisions, vous nous donnez votre nom pour qu'on sache qui aller voir, qui tenir responsable. Mais il y a tellement de monde, c'est pas faisable. Ils se lancent toute la balle. Parce que là, comme là, on est dans la réforme du B, puis encore une fois, c'est une déresponsabilisation du gouvernement versus le système. Maintenant, ça va être Santé Québec qui va être responsable quand il y a des cafouillis, puis Santé Québec est supposé être séparé du niveau politique, même si on sait que, étant donné que la PDG est nommée, puis ses adjoints aussi, c'est pas vraiment le cas. Ça reste que, encore une fois, on est dans une réforme qui déresponsabilise le gouvernement, puis qui est improvisée pour donner l'impression d'avoir des résultats, mais dans les faits, depuis 4 ans, est-ce qu'on a des résultats? On n'en a aucun. Non, les seuls résultats qu'on a, c'est que c'est de plus en plus déplorable. Et puis là, carrément, les médecins s'en vont. Moi, sur les sites, j'ai jamais vu autant de messages de désespoir, de déprime. J'en reviens pas. J'en reviens pas. Alors, puis moi, je suis en bonne santé encore. J'aurais pu continuer, mais là, je voyais venir ça, là, puis là, j'étais tannée, j'ai arrêté. Mais je suis pas la seule, là. Puis il y en a qui ont déjà pris leur décision. Fait que si ils pensent que ça va améliorer les choses, ils se trompent. Puis c'est ça qui a le problème. La santé, moi, quant à moi, là, ça devrait être dépoliticalisé, ça. Parce que justement, ou alors, comme je te dis, on change de mode de gouvernance. Mais là, présentement, la manière que ça fonctionne, c'est qu'un parti fait une réforme. Bon, là, on arrive à l'autre parti. Ah non, 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 nous autres, on fait pas ça comme ça. Ils font une autre réforme. Mais l'autre qu'ils ont fait, là, c'est couler dans le béton. Ça, on débarque pas de là, là. Hein? OK. Bon, un autre gouvernement, une autre réforme. On fait des réformes sur réformes. Ça ressemble à des maisons de numéro bis, là. C'est bancal, ça va tomber de partout. Ça marche pas. Ça fonctionne pas, ça. Puis on dirait que tout est coulé dans le béton. Barrette a fait des affaires, mais il est plus là, Barrette, là. Alors pourquoi ça fait qu'on garde qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça, là, ça marche Oui, pas. ben ça donne des décisions de santé publique qui sont contaminées par le désir d'être élu, puis les sondages. Qu'est-ce qu'ils réussissent à vendre à la population? C'est pas pour avoir des résultats, c'est pour avoir l'air d'avoir des résultats. Ça reste une culture de l'image. Oui, mais ça devrait pas être ça, c'est Non. pas ça. La démocratie, c'est que tu t'occupes de la population. Puis la population, dans tout le monde entier, elle veut avoir des logements, elle veut avoir une bonne éducation, elle veut avoir accès à des soins de santé. On veut toutes la même chose. Pourquoi qu'on pourrait pas copier, là? En Scandinavie, ils ont un système de gouvernance qui n'est pas du tout le nôtre. En Suisse, pourquoi qu'on copie pas? Pourquoi qu'on n'essaye pas des affaires, puis pas faire 50 millions d'études? Commençons, mais revisons, par exemple. C'est ça. On fait des affaires, puis après ça, c'est comme on revise rien, on modifie rien. Puis ceux qui sont sur le terrain sont pris avec le trouble. Puis, ben là, regarde, pourquoi, on vous dit que ça marche pas, pourquoi vous le gardez? Tu sais, c'est un non-sens. Moi, j'en reviens pas. Puis c'est un non-sens, c'est une incohérence. Puis tout ça dépend tout le temps de, disons qu'il y a un député caquiste qui est dans telle circonscription. Mhm. Dans l'autre circonscription d'à côté, c'est un député péquiste. Ben, penses-tu vraiment qu'ils vont donner autant de budget puis de ressources aux comtés qui leur appartiennent pas? Ben non, ils vont tout le temps distribuer le budget en fonction des comtés qu'ils veulent aller chercher puis qu'ils veulent défendre. Ben, c'est pour ça. Ça marche plus, ce système-là. Faut arrêter ça, là. Ça nous prend du monde qui ont vraiment à cœur le bien-être de la population puis qui veulent vraiment travailler pour la population. Je dis population, mais je devrais dire le peuple, mais c'est ça pareil. Fait que, tu sais, puis moi, je ramène souvent l'exemple. Les Français, là, ils ont réussi à faire une révolution en 1789. Là. Ils se sont débarrassés de la monarchie. Le peuple, on a le pouvoir du nombre. Ici, là, on est bon pour chialer dans notre salon, mais on fait rien. On bouge pas. Ah oh oui, ils ont fait des manifs là pour dans le temps de la COVID, des vaccins, mais à part ça là, je veux dire là c'est votre santé, c'est votre éducation. Faites quelque chose. Ben là, on s'adresse aux intervenants du réseau, aux professionnels de la santé, à la population qui subit ce système de santé-là aussi, puis qui a pas des soins à la hauteur des attentes. La solution, selon toi, c'est vraiment de s'engager, de prendre la parole, de dénoncer et de s'organiser surtout en tant que peuple qui a des réclamations à faire à nos gouvernements.
Exactement. Quand ils vont entrer en campagne, il va falloir que le monde les confronte. Tu sais, là, ils sont là, oh, je vous promets à l'affaire. Non, 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 non. Arrête de nous promettre monts et merveilles, là, c'est fini, ça, là, on vous croit plus. Nous, on veut un changement de gouvernance. Tu l'as promis en 2018, tu l'as pas fait. On veut ça. C'est ça qu'on veut. Emmène-moi pas d'autres affaires. Puis là, on tient notre bout. Tu sais, c'est ça qu'on veut. Puis à la limite, s'ils nous le donnent pas, on va tout annuler là, au vote. Imagine-toi, moi c'est un rêve, je sais que c'est utopique, là, mais imagine-toi qu'ils veulent pas changer le mode de gouvernance. Puis là, tout le monde annule son vote. Ils vont-tu l'avoir, là, la claque d'en face? Là, regarde, on vous a dit qu'est-ce qu'on voulait, vous ne nous le donnez pas. C'est pas correct, là. Vous êtes supposé de nous donner ce qu'on vous demande. Hein? Ce serait drôle. Est-ce qu'il y aurait un impact maintenant? Je suis sûr qu'ils réussiraient à dire, bon, ben, tel parti est élu, puis on comprend à moitié le message de la population, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? Il faut prendre les moyens. Ben, c'est qu'à un moment donné, il va falloir crier un peu fort. Ouais. C'est tout. Peut-être pas avec des armes, là, comme ils ont fait, là, peut-être pas en coupant des têtes, là, eux autres, comme les Français ont fait, mais je pense qu'il va falloir commencer à grogner, puis pas juste sur les réseaux sociaux, puis pas juste dans notre salon. Il va falloir que eux nous entendent. C'est ça que moi pour ça que j'ai écrit, puis que j'espère que j'aimerais ça que mes lettres soient publiées, parce que j'aimerais ça pas être la seule à écrire au gouvernement. C'est ça, on a le pouvoir du nombre. Si tout le monde, on demande la même chose, là, puis qu'ils nous la donnent pas, là, c'est pas correct. C'est clair et net qu'ils sont pas intéressés. Puis d'abord, ils n'ont pas d'affaires là. C'est tout, dans ma tête à moi. Ben, tout d'abord, ta lettre, si tu me permets, bien sûr, je vais la partager, donc il y a plus de gens encore qui vont la voir. Ensuite, ma question, c'est pourquoi personne parle? Selon toi, là, tes collègues médecins dans le temps, pourquoi ils disaient rien? Les médecins, ça bouge pas. Les médecins, là, d'abord, premièrement, on est ligotés, on est bâillonnés. Hein. Nous autres, on n'a pas le droit de faire la grève, on n'a pas le droit de manifester parce que tout est interprété comme on va nuire aux patients. Tu sais, les médecins, on l'a vu là, quand il y a eu la commission parlementaire, les médecins qui avaient envoyé des lettres à leurs patients pour les prévenir que peut-être c'était de l'information. Tout de suite, Dubé s'est goroché là-dessus. Hey, wow, wow, c'est des lettres de menace, ça? Puis le collège qui, pour une fois, prenait notre bord, oh, mais là, il aurait juste eu à dire à Dubé, bon, minute, là, toi, tu dis que c'est des menaces, et ça pourrait être aussi de l'information. On va se pencher là-dessus. Non, c'est pas ça qu'il a fait. Il a juste dit, c'est vrai, c'est inadmissible, on va se pencher là-dessus. Ça, je regrette. Là. Fait que nous, là, on peut jamais rien faire. Puis les médecins sont fatigués, sont débordés. Fait qu'ils pensent tout le temps qu'ils peuvent rien dire, rien faire. Puis moi, là, c'est un gros morceau à bouger. Moi, quand on avait nos réunions à clinique, là, ben, la manière que vous m'entendez là, c'était comme ça aussi que je réagissais aux réunions. Mais j'étais la seule qui réagissait comme ça. C'est ça que j'allais dire. Il y a des médecins qui pourraient dire oui, mais là, toi, maintenant, tu es à la retraite, c'est plus facile de parler, mais tu parlais déjà dans ton milieu de travail. Oui, oui, parce que moi, il y a des affaires, les GMF, quand ça a été installé, c'était bon. Puis là, à un moment donné, à chaque fois, là, il amenait des nouvelles directives qui étaient de plus en plus contraignantes, qui sont de plus en plus style surveillance, là. On en a un, là, c'était quasiment une prophétie qu'il a faite quand on nous a dit qu'on installait le GMF dans notre clinique. Il dit, allez voir, faites attention. Il dit là, il vous donne la carotte des infirmières, puis il dit, allez voir, ça va devenir comme le KGB. Ben, c'est ça. Là, sont infiltrés dans notre fonctionnement, dans nos horaires, dans tout, puis ils se servent de ça contre nous après. Alors moi, je disais aux réunions, pourquoi qu'on signe ça? On n'est pas obligé. Ah, mais là, on peut pas, Chantal, on va perdre nos infirmières. Mais voilà. Fait que tout le monde acquiesçait, puis let's go, on continue. Oui, nos infirmières, mais les GMF, de toute façon, là, ils fonctionnent à l'envers. Parce que là, ils octroient des intervenants basés sur le nombre de patients inscrits. Moi, je m'excuse, là, ça veut dire qu'une clinique qui a juste 500 patients, c'est des cas lourds, mettons, des toxicomanes, beaucoup de monde très malade. Ils ont juste 500 patients, il y aurait besoin de beaucoup d'intervenants, mais non, ils n'auront pas. Comparé à une clinique à côté qui a 1500 patients inscrits, qui sont pas trop malades, ah, eux autres, ils vont avoir. Tu sais, là, le bon intervenant au bon moment, là, c'est ça qu'il fallait qu'il fasse, il faudrait qu'il donne à chaque clinique. Chaque GMF devrait avoir son physiothérapeute, son psychologue, sa nutritionniste. Le médecin demeure le chef d'orchestre. Nous, notre rôle, c'est d'évaluer et de faire un diagnostic. Mais là, présentement,
parce que mes patients n'ont pas toutes des assurances, puis qu'ils n'ont pas accès, donc, mettons, à des services privés, ben là, je suis pris à jouer leur rôle. Alors, je fais les visites de suivi, alors qu'ils devraient normalement, tu sais, mettons un cas de dos, c'est chez le physio qui devrait aller. Il n'y a pas d'assurance. Bon, mais on va vous montrer un petit peu d'exercice, là. Puis là, envoyer à quatre pattes à terre dans la salle, je leur montre comment faire les exercices, puis je leur donne des feuilles. Mais je refais le suivi. Alors que ça aurait dû aller au physio pendant un certain temps, me revenir après pour faire le suivi. Fait que pendant que je vois toujours les mêmes patients, ben, j'en vois pas des nouveaux. Fait que chaque clinique devrait avoir ça. Mais ça, c'est pas ça qu'ils font, là. Fait que c'est ça que je trouve plate, moi. Parce que les médecins ont peur des représailles, mais est-ce que toi, tu as déjà subi de l'intimidation ou des représailles parce que tu t'exprimais puis que tu critiquais des décisions? Non. Non, la seule affaire qui arrivait, ben, c'est que il acquiesçait pas à ma demande, mais c'est tout. Parce que moi, dans le fond, je critiquais. Dans le fond, tout ce que je faisais, c'est je demandais, mais pour mes patients. OK. Parce qu'il y a quand même... mais tu sais, là, on parle d'un contexte de travail, donc c'est peut-être que ça s'applique pas, mais il y a une ambiguïté légale des médecins à s'exprimer sur la place publique parce que on ne sait pas si c'est une opinion, est-ce que c'est une critique légitime ou une rupture de confidentialité. Il y a plein d'enjeux, mais dans un contexte de travail, les médecins ont le droit de s'exprimer puis de s'opposer à des décisions envers des gestionnaires. Ben, moi, je pense que oui. De toute façon, à la base, on est des citoyens. OK? C'est une atteinte à notre droit de nous exprimer s'ils nous empêchent. Je veux dire, si c'est pas ma journée de travail, que je suis en vacances puis que je m'en vais piqueter, là, à qui que je nuis, là, cette journée-là? Hein? Si je dis haut et fort que non, c'est pas correct, on a le droit. Mais c'est ça que c'est pas clair, le collège, là. Mais le collège, ils nous l'ont sorti, le docteur Amiotte, que tant que ça n'empêche pas, ça ne nuit pas aux soins aux patients. Mais si tu vas t'exprimer sur la place publique, puis que cette journée-là, tu n'es pas cédulé, à qui est-ce que tu nuis? En effet, Fait que c'est ça qu'à un moment donné, il faudrait clarifier ça mieux, puis que les médecins osent plus. oui, puis la plupart, ça doit être, comme que tu mentionnais tantôt, le manque de temps et d'énergie à investir ou peut-être le cynisme qui est bien répandu dans la population, donc probablement parmi les médecins aussi, envers les gestes, les paroles politiques qu'on peut faire. Le gouvernement, depuis quand qui nous écoute? C'est toujours des exceptions quand ils le font ou parce que ça fait leur affaire. C'est exactement ça. Mais moi, là, c'est pour ça que j'ai donné des exemples. Je me suis battue. J'ai écrit à la SAC à un moment donné pour un patient. J'ai gagné. J'ai écrit à des assurances. J'ai gagné. J'ai écrit au CRDS. J'ai gagné. Pas tout le temps. Donc, il faut des fois dépenser un petit peu d'énergie pour se battre, pas avoir peur, parce qu'il y a des victoires qu'on peut avoir. Puis encore là, on a le pouvoir du nombre. Fait qu'à un moment donné, il faut demander, puis coudonc, on va boycotter. Tu sais, par exemple, le CRDS, là, moi, j'ai demandé, puis là, c'est ça, c'est une lettre encore qui me reste à écrire. Je l'avais envoyée au docteur Amiotte, j'ai pas eu de réponse. Moi, je voulais qu'il fasse un sondage auprès des membres, autant les omnis que les spécialistes. Seriez-vous en faveur d'abolir le CRDS? Si oui, vous le remplaceriez par quoi? On va gagner du temps, là, on va leur demander tout de suite s'il y en a qui ont des idées. Fait que ça, mais là, j'ai pas eu de réponse. Fait que je vais l'envoyer au DRMG. Comme je te dis, c'est le palier le plus proche des médecins. Fait que là, ils sont mieux de s'atteler parce que moi, je vais leur envoyer toutes sortes d'affaires, là, des lettres. Ils vont avoir de l'ouvrage. Puis je vais retourner mes lettres si je ne reçois pas de réponse, là. Ils doivent s'attaquer à ça. Le CRDS, est-ce qu'on ne pourrait pas l'enlever? C'est une épine dans le pied des docteurs présentement. Oui, il y a quand même des bons côtés, mais c'est pour ça que j'aimerais savoir le monde sont prêts. Parce que moi, là, j'ai eu un volet des spécialistes sur Spotted, un spécialiste qui dit, bon, voilà, je suis au boulot et j'ai des patients, des trous de libre. Hey, moi, on me met des patients en priorité E, puis lui, il a des trous de libre dans son horaire. Ça marche pas, ça, là. Fait qu'il y a une mauvaise organisation, là. Comment ça se fait, là? On envoie nos demandes, mais c'est qui gère ça à l'autre bout, là? OK? Fait qu'il y aurait de quoi à vérifier à ce niveau-là. Alors, ou bien on l'abolit, ou alors on le change vraiment. Là, ils ont fait juste un CRDS 2.0. Moi, j'ai pas trouvé que ça avait changé grand-chose en termes de facilité, moi.
c'est des petits gestes que tu as fait, mais tu en as eu des victoires. Fait que c'est qu'il y a quand même la lueur d'espoir pour ceux qui sont cyniques un peu. On le voit là, tu nous le racontes, tu en as obtenu des victoires contre des mauvaises décisions. Exactement. Puis c'est pour ça que j'aimerais ça que les médecins bougent. Puis, pas pour vanter mon podcast, là, mais c'est un bel espace. C'est un bel espace pour s'exprimer sécuritairement. Toi, tu as choisi de pas être couvert par l'anonymat parce que tu n'as pas peur des conséquences, étant donné que tu es médecin retraité. Mais j'ai parlé à plusieurs médecins puis qui avaient des choses à raconter, mais qui osaient pas, même si je leur promettais de modifier leur voix puis d'utiliser un pseudonyme, qui osaient pas parce que il reste que moi, je les ai contactés, moi, j'ai leur vrai nom, puis si je décidais de sortir ça à la place publique puis de dire tel médecin a dit telle chose, ben probablement que ça ferait les journaux. Donc, ils ont peur quand même d'être identifiés à leur propre opinion. C'est quand même grave, là. Ben, c'est dommage parce que justement, c'est qu'il va falloir qu'on sorte nos affaires pour que le monde comprenne vraiment qu'est-ce qu'on vit, pas on, qu'est-ce que j'ai vécu, mais qu'est-ce que les médecins vivent jour après jour. Parce que qu'est-ce que c'est qu'on vous présente à la télé? D'abord, ils coupent tout le temps la parole aux invités. Fait que, en bout de ligne, la personne n'a pas le temps de sortir vraiment son opinion. Puis, ils présentent ça d'une certaine façon. Alors, moi, je pense qu'on devrait dire qu'est-ce qu'il y a qui va pas, mais c'est sûr que dans la population, comme c'est ça que je t'ai dit que j'ai vu sur Spotted, là, tu sais, là, le gouvernement, il sait sur quel bouton appuyer. Il parle de nos salaires tout le temps. On est la seule profession qu'on expose nos salaires comme ça en plein public, là. Alors, dès qu'il aborde le sujet rémunération, c'est automatique. La population, oh, on sait bien, les médecins, c'est des riches, puis là, ils se plaignent le ventre plein. Mais c'est parce que quelque part, c'est ça, là. Fait que plaignons-nous, mais si on veut avoir de l'appui, parlons pas trop de nos salaires tout de suite, là, parce que ça, c'est peine perdue, là. Moi, je leur bouchais le trou à un moment donné parce que des fois, je n'étais pas capable de m'empêcher. C'est plus fort que moi sur Spotted, là. OK, ben si nos conditions sont si bonnes que ça, là, faites votre cours de médecine puis venez nous rejoindre parce qu'on manque de bras. Ah, là, comme par hasard, oh, j'avais plus de réponse. Tu sais, ils renchérissaient pas. Ben, il n'y a aucun doute que c'est un métier très difficile parce que des statistiques que j'avais vues de dépression puis de taux de suicide sont les plus élevés chez les médecins au Québec et chez les infirmières aussi, là. C'est les deux catégories d'emploi parmi les plus à risque de développer des problèmes de santé mentale. Ah, c'est sûr, j'en avais beaucoup dans ma clientèle. Puis c'est parce que c'est dur. Tu sais, faut avoir la foi chevillée au corps. Il faut, on a la conscience professionnelle là, dans le plafond. Alors, on se donne à 100%, 110%, mais on se bat tout le temps contre le gouvernement, contre des niaiseries, des inepties bureaucratiques. C'est fatigant, c'est épuisant, ça n'a pas de bon sens. Fait que ça, là, c'est pour ça qu'il faudrait améliorer ça. Mais tant qu'on va garder notre système de, je sais que je reviens tout le temps au même, là, mais tant qu'on va garder ce système de gouvernance-là, avec tout ce système de fonctionnaires-là, on n'arrivera à rien parce que ça traîne depuis des décennies et puis regarde où ce qu'on est rendu. Puis les soignants, pardon, compensent les lacunes du système. Je sais pas, je crois que tu vas approuver ce que je dis. Moi, je connais le milieu des infirmières, puis les infirmières que je connais en font toujours plus pour compenser les lacunes du système. J'ai une surcharge de travail, il manque de personnel, il manque de matériel, de ressources, mais ils vont en faire plus pour que leurs patients aient 100% des soins dont ils ont besoin. J'ai l'impression que c'est la même chose pour les médecins aussi. Oui, puis à un moment donné, là, tu sais, il arrête pas de dire oh mon Dieu, le bateau est en train de couler. Ah, ils disent ça chaque année. Ah, le bateau est en train de couler. Mais tu sais pourquoi il coule pas? Parce qu'il y a toujours du monde qui le tienne à bout de bras. À un moment donné, là, est-ce qu'il faudrait pas le laisser s'écrouler, là, le bateau? Vraiment se noyer comme faut, là? Parce que là, comme c'est là, je pense qu'on se nuit à nous autres mêmes. On veut tellement pas pénaliser les patients, sauf qu'ils le sont quand même pénaliser les patients. Fait qu'à un moment donné, là, va peut-être falloir baisser les bras, il va couler, puis on va repartir. Ça fait une belle conclusion à notre épisode. Tu mentionnais au début de l'épisode que notre système de santé, c'était comme un patient en soins palliatifs, en phase terminale. Mhm. Donc,
qu'on lui administre l'aide médicale à mourir, on connaît ça, puis ça fonctionne bien, puis qu'on reparte sur de nouvelles bases. Mais on dirait que les gens ont peur de sacrer de quoi qui marche même pas à terre, puis de rebâtir de quoi avec des matériaux neufs, des idées neuves et une structure beaucoup moins encombrante et plus efficace. Oui, nous autres, là, au Québec, on est champions de réinventer la roue, réformer les réformes. Tu sais, il y a des maisons, des fois, qu'on n'a pas le choix, il faut en mettre à terre puis en repartir une neuve, là. Bon, ben, je pense que là, on est rendu là. Là, il faut effacer puis recommencer. Le monde me dit que je suis utopique, mais il reste que pour beaucoup de choses dans notre société présentement, notre mode de gouvernance, le système de santé, le système d'éducation, en tout cas, toutes nos affaires de fonctionnement, devraient être effacées et on recommence différemment. Voilà. Oui, puis la force du gouvernement, c'est quoi? C'est de mettre des règles, des structures, des... Ça, c'est sa force, OK? Il est bon là-dedans. Mais il nous a toujours prouvé qu'il était pas bon en gestion. Fait que moi, personnellement, je crois, puis ça, c'est mon hypothèse juste à moi, là, mais si on donnait la gestion de nos établissements à des spécialistes, dans le privé, ça existe, des compagnies qui sont spécialistes pour gérer, ben eux, ils vont utiliser leur force, gérer le personnel, gérer les lits d'hôpitaux, puis le gouvernement va mettre des cadres à respecter, ce qui sont très bons là-dedans pour faire ça. Et ça serait parfait, ça serait bien. Mais pourquoi qu'on ne l'essaye pas? Mais nous autres, on fait au Québec là, des études de faisabilité. Mhm. On étudie tellement longtemps, on ne fait jamais rien. Là, regarde, ça serait une bonne idée. On commence, mais on réévalue après X temps. Ça fait-tu du sens? Ah non, il y aurait peut-être ça à corriger. OK, on corrige. Puis après ça, on recontinue. Moi, en tout cas, je pensais exactement comme toi. Je te remercie beaucoup, Chantal, pour ta participation. Tu es très bonne devant le micro, puis tu es intéressante à écouter, tu as des bonnes idées, et je serais heureux de répéter l'expérience à un certain moment si ça te tente. Je t'encourage à continuer d'exprimer tes idées, on en a besoin au Québec. Ben, en tout cas, merci beaucoup. Puis je suis contente. J'ai pas eu d'écart de langage qui aurait pu arriver quand je suis emportée par l'enthousiasme. Ben c'est correct, on l'aurait peut-être coupé. OK, c'est correct. Merci beaucoup, on reste en contact et bien sûr, écoute ton propre épisode dès le 22 juillet. OK, ben voyons, ma famille veut l'écouter aussi. Oui, Alors, merci beaucoup. ça fait plaisir, on se redonne des nouvelles. Yes, bye. Et oui, cet épisode tire déjà à sa fin. On a pu entendre le cri du cœur de Dr Chantal Savard et le message que vous devriez comprendre, c'est que le statu quo n'est plus possible. Il faut s'organiser, il faut se battre, il faut parler, il faut dénoncer. Le pouvoir politique devrait appartenir aux citoyens et non aux politiciens qui veulent se faire réélire. Vous voulez du changement? Agissez. Dans les petits et les gros combats, il faut agir. Il est temps de rappeler aux politiciens que la fonction d'un député, d'un ministre, d'un premier ministre, c'est pas la gloire du pouvoir, c'est de servir le citoyen. Ça a été un beau hasard de parler de ce sujet-là dans ce tout premier épisode, car, dans le fond, la politique et la santé, c'est un mariage toxique, puis peut-être au fond, le nœud du problème du système de santé publique, c'est qu'il est mal géré par le gouvernement. On espère que vous avez eu du plaisir à écouter ce premier épisode, et on va tout faire pour s'améliorer dans les prochains. La semaine prochaine, on va parler à une infirmière anonyme. Non, c'est pas une infirmière, c'est une ancienne infirmière anonyme qui vient nous raconter son burn-out, pourquoi elle a choisi de quitter le réseau de la santé et même la profession infirmière. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas rater. Merci beaucoup d'être à l'écoute. Continuez à nous partager vos témoignages. Vous êtes dans Réseau Enfer, le podcast qui refuse de se taire.